Bienvenue sur Badeline Harmonie. Je m'appelle Majdeline, je suis conseillère conjugale et dans ce podcast, je t'accompagne vers une relation plus épanouie en m'inspirant des valeurs de l'islam. Que tu sois en couple ou en quête de l'amour, tu trouveras des conseils pratiques pour avancer avec confiance et sérénité. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-moi t'accompagner sur ce beau chemin pour que l'harmonie puisse régner dans ton foyer, Inch'Allah. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. L'épisode du jour m'a demandé beaucoup de temps de préparation. J'avais envie de t'aider à te préparer au mariage, mais d'une façon un peu différente de celle qu'on a l'habitude. Celle où on parle religieusement de ton droit et de ton devoir en tant qu'époux ou qu'épouse. Il y a plein de vidéos de savants qui en parlent et qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Et il y a aussi des personnes qui parlent des différentes questions à poser à l'autre lors d'une muqabala, par exemple. Mais là, je voulais un épisode très introspectif qui te pousse vraiment à la réflexion. Je veux vraiment t'aider à faire un vrai travail de fond, pas à trouver quelqu'un, mais à te préparer toi-même pour vivre un amour sain, profond, compatible avec tes valeurs. Alors j'espère, Inch'Allah, que ça te sera très bénéfique. On parle souvent de ce qu'on attend chez l'autre, mais est-ce qu'on se demande ce que l'autre pourrait attendre de nous? Est-ce qu'on est capable de nous choisir nous-mêmes avec honnêteté? Le mariage, c'est pas une récompense, c'est un révélateur, c'est un miroir. Comme j'en parlais dans l'épisode 3, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et parfois, ce que ce miroir nous renvoie, ça pique. Donc sans doute t'écoutes cet épisode parce que tu veux te marier, tu fais des doigts, tu espères, tu visualises cette union, mais est-ce que tu t'es déjà assis seul, au calme, pour regarder en face ta manière d'aimer, ton seuil de tolérance, tes peurs, ta capacité à dire non sans te sentir coupable? Aujourd'hui, je m'adresse à toi, célibataire, homme ou femme, jeune ou plus âgé, que tu n'aies jamais été marié ou que tu sois divorcé. On va parler de préparation au mariage, mais pas en cochant des cases ou en cherchant la perfection chez l'autre. On va parler de vérité, d'introspection et de lucidité, pas pour te décourager, mais pour vraiment t'aider à y entrer avec maturité, responsabilité et surtout conscience. Le mariage, c'est clairement pas une safe zone où ton ego y sera caressé. Au contraire, c'est un espace où il va très souvent être confronté. Et quand tu vas te marier, que la phase de lune de miel va passer, tu peux te retrouver choqué avec la manière dont toi-même tu réagis. Parce que la façon dont tu es avec ta famille ou tes amis, c'est qu'une facette de toi. Mais celle qui va émerger dans l'intimité face à ton partenaire ou ta partenaire, qui va te voir sans filtre, dans la vulnérabilité au quotidien, c'est une toute autre version de toi. Et parfois même, c'est une version que tu ne connaissais pas encore. Une fois marié, il y a vraiment beaucoup de choses qui se déconstruisent et tout ce dont tu as pensé savoir sur toi-même, parfois ça marche vraiment pas dans le foyer conjugal. Et c'est pour ça qu'on va commencer cet épisode par le fait de savoir gérer ses émotions. Les gérer, c'est apprendre à ne pas réagir, mais à ressentir d'abord. Parce que dans un mariage, il y aura des maladresses, des malentendus, des paroles qui piquent. Et si tu sais pas quoi faire de ce que tu ressens, comme par exemple la colère, la tristesse, la frustration, alors tu risques de répondre par l'attaque, par le silence ou par le retrait, par exemple. Et tu sais, on parle souvent de travailler sur soi, mais en pratique, ça commence très concrètement par observer comment tu réagis quand tu te sens blessé, frustré ou en danger émotionnellement. Et ces réactions-là, on ne les choisit pas consciemment. Elles viennent automatiquement. Elles sont inconscientes, très souvent ancrées depuis l'enfance. Et c'est en fait nos vieux réflexes de survie relationnelle. C'est des réactions qui apparaissent dans les moments de tension sans prévenir. Donc il y a certaines personnes qui deviennent colériques, elles vont hausser le ton, couper la parole, elles veulent avoir le dernier mot. Il y en a d'autres qui basculent dans le contrôle, elles vont tout organiser, décider pour deux, elles deviennent exigeantes, tout ça parce qu'elles ont peur de l'imprévisible. Il y a d'autres personnes qui choisissent le retrait, elles se ferment, elles deviennent froides, elles disparaissent mentalement et parfois même physiquement. Et il y a aussi la soumission.
Le fait de tout accepter en silence, ne rien dire, ne pas faire de vagues jusqu'à exploser ou alors s'éteindre intérieurement. Et le problème, c'est qu'on croit que c'est nous. On croit qu'on est comme ça de nature. Mais en réalité, c'est vraiment des systèmes de défense. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on va les amener dans le couple sans filtre. Et ensuite, on peut se dire, pourquoi il ou elle ne me comprend pas? Pourquoi on ne s'entend pas? Mais comment est-ce que l'autre pourrait te comprendre si toi-même tu sais pas pourquoi tu réagis de cette manière? Que par exemple tu passes à l'attaque dès que tu te sens insécurisé, ou que tu sais pas dire ce que tu ressens sans le déguiser en reproche. Et se préparer au mariage, c'est apprendre à identifier ces automatismes. C'est pouvoir se dire, là, j'ai voulu contrôler parce que j'avais peur de pas être important ou importante. Là, j'ai fui la discussion parce que j'ai cru que j'allais être rejetée. Là, j'ai crié parce qu'en fait j'étais triste, mais je savais pas comment le dire. Et ce niveau d'honnêteté intérieure, il change vraiment tout parce qu'il te redonne du pouvoir. Pas sur l'autre, mais sur toi, sur ta façon d'aimer. Et c'est là que le mariage il devient un miroir. C'est qu'il crée pas les réactions, mais il les révèle. Il va te révéler tes réactions face au comportement de l'autre. Et ce que tu crois être ton caractère, c'est parfois juste une armure qui est forgée par ton histoire, par ton vécu, tout ce que tu as pu vivre en fait finalement depuis l'enfance. Pour te donner un exemple, imagine quelqu'un qui pensait être doux, être quelqu'un de posé. Mais une fois face à son époux ou son épouse, la personne elle se met à crier, à claquer les portes, elle s'emporte très vite. Eh bien, dans ce genre de réaction, le problème ne vient pas forcément de l'autre, mais il vient de toi. C'est toi qui, face à l'intimité, t'as vu remonter des réactions qui étaient enfouies et des blessures qui n'étaient pas soignées. Parce que l'intimité, ça te fait vivre vraiment un lien très fort et ça peut vraiment te faire sentir vulnérable face au comportement de l'autre et ça fait vraiment ressurgir des blessures qui n'ont pas été soignées. Et c'est exactement ça le défi émotionnel du mariage, c'est apprendre à reconnaître ce qui m'appartient à moi seule. C'est un très gros défi et c'est difficile à faire, mais c'est pour ça que c'est important de travailler dessus avant de t'engager dans une relation, parce que si tu ne reconnais pas ta blessure, tu vas risquer de faire porter un poids à ton époux, ton futur époux ou ta future femme qui n'est pas à lui au final. Deuxièmement, dans un conflit, ce qui fait toute la différence, c'est pas tant ce qui s'est dit, mais c'est ce qui a été entendu, compris et assumé. Et pour ça, il faut une capacité rare, mais précieuse, c'est la remise en question. La remise en question, c'est pas de l'autoculpabilisation, ni un abandon de soi, mais c'est un acte de maturité. C'est accepter qu'on n'a pas toujours les bonnes lunettes et que parfois on contribue à la douleur de l'autre sans le vouloir. Et quand tu es face à un malentendu, un désaccord, un moment tendu, pose-toi ces questions toutes simples mais puissantes. Est-ce que j'ai compris de travers? Est-ce que je cherche à avoir raison ou à comprendre? Mais ne t'arrête pas à toi, parce que dans un mariage, la maturité émotionnelle, elle doit être des deux côtés. Alors demande-toi aussi, est-ce que mon futur mari ou ma future femme, que tu vas certainement bientôt rencontrer ou que tu as déjà rencontré, est-ce que cette personne, elle a cette capacité de se remettre en question? Parce qu'aimer, c'est pas seulement se dire des mots doux, mais c'est pouvoir se dire aussi des vérités inconfortables sans que l'amour s'effondre, en choisissant ses bons mots, et c'est être capable à deux de se regarder en face et d'évoluer ensemble. Et ça fonctionne que si chacun est prêt à se remettre en question, pas juste occasionnellement, mais régulièrement et avec sincérité. Alors attention, je fais un petit disclaimer, tu dois pas passer ton temps à douter de toi ou à te demander si c'est encore toi le problème, si tu exagères ou si tu es trop sensible. Non. Là, on parle de remise en question saine. C'est celle qui est ancrée dans la lucidité, pas dans la culpabilité. Elle part de l'intention de comprendre, mais pas de se rabaisser. Parce qu'un vrai travail sur soi, ça inclut aussi la capacité à poser des limites. Et c'est comme ça qu'on passe à la troisième partie, qui est apprendre à dire non sans culpabiliser.
Et c'est très souvent là que ça coince. Surtout quand on est quelqu'un de généreux, de loyal, de profondément investi dans ses relations. On croit que donner, c'est aimer, qu'accepter, c'est être patient, qu'encaisser, c'est faire preuve de sagesse. Mais en réalité, quand on ne sait pas dire non, au bout d'un moment, on ne donne plus et on s'efface. Et il y a une grande différence entre la générosité et le sacrifice invisible. La générosité, c'est un don libre et conscient. Le sacrifice invisible, c'est quand tu donnes sans que personne ne le voie, ne le reconnaisse ou même ne le demande. Et ça finit par te coûter. Parce qu'une personne qui n'a jamais appris à poser ses limites finit souvent épuisée, amère, aigrie, effacée. Elles se font complètement dans l'autre, elles s'adaptent et elles s'oublient. Un exemple que je vois très souvent, et peut-être que tu t'y reconnaîtras, tu veux toujours que l'autre soit content. Tu veux toujours que l'autre t'aime, que l'autre reste, et du coup, tu t'adaptes. Trop. Tu ravales ce que tu penses, tu dis oui quand tu veux dire non, tu minimises ce que tu ressens, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses même plus. Mais aimer, c'est pas se perdre. Et dire là, c'est pas juste, ou je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas manquer d'amour, mais c'est se respecter. Et une femme ou un homme qui se respecte vraiment, il sait poser des repères clairs. C'est-à-dire, je peux donner, mais je ne me trahirai pas. Je suis prêt ou prête à faire des efforts, mais pas à m'oublier. Je suis ouvert ou ouverte au dialogue, mais je ne normaliserai pas ce qui me blesse. Alors rappelle-toi que aimer ne veut pas dire se tordre pour rentrer dans les attentes de l'autre. Se remettre en question ne veut pas dire s'éteindre. Et évoluer ensemble, c'est aussi savoir dire stop avec douceur mais fermeté. Et il y a un piège très fréquent, surtout chez les femmes, c'est confondre avoir une belle vision du couple avec se plier à toutes les attentes pour y parvenir. Donc je vais faire juste un petit aparté pour m'adresser à toi, femme qui m'écoute, parce que tu peux avoir envie de paix, d'un foyer harmonieux, d'un mari aimant, mais si pour ça tu t'effaces petit à petit, alors t'es plus dans un projet à deux, t'es dans un sacrifice silencieux. Souvent on croit que l'amour c'est tout donner, qu'être une bonne épouse c'est anticiper, supporter, s'adapter tout le temps, qu'il faut prouver sa valeur par le silence, l'endurance ou l'effacement. Mais à force de donner, tu te vides. À force de vouloir qu'il soit heureux, qu'il reste, qu'il t'aime, tu t'oublies. Tu t'adaptes beaucoup trop, tu dis oui par peur de décevoir, tu prends sur toi parce que c'est pas si grave au final. Et tu t'éteins à petit feu en espérant qu'il te voie, qu'il comprenne, qu'il change. Mais rappelle-toi qu'une épouse, c'est pas être une mère. C'est pas être une assistante émotionnelle et c'est pas être une servante. Une épouse, c'est d'abord une femme et c'est une partenaire. C'est quelqu'un qui construit à deux avec l'autre sans s'effacer. Tu peux être douce, aimante, généreuse, ce sont de très belles qualités et Allahumma barik, c'est très très bien si tu les as. Mais tu peux aussi poser des limites. Tu peux prendre soin de toi sans tout porter. Tu peux faire des compromis sans te compromettre. Et le respect de toi-même, c'est pas une menace pour l'amour, c'est son fondement. Et si aujourd'hui tu te rends compte que tu as pris l'habitude de t'oublier, alors c'est peut-être le moment de réapprendre à te choisir toi aussi. Pas contre l'autre, mais avec toi. C'est très très important parce qu'en plus, quand tu es une femme qui prend soin de toi et qui ne t'oublie pas, tu fais rayonner ton foyer. Et c'est pas en t'adaptant beaucoup trop à ton époux et en t'oubliant et en t'effaçant que l'harmonie va continuer de régner dans ton foyer. Donc qu'Allah te facilite, vraiment essaye de prendre soin de toi et te rappeler que c'est pas être égoïste, mais c'est plutôt prendre du temps pour toi pour pouvoir mieux donner aux autres. Donc voilà, c'était un petit aparté qui s'adressait surtout aux femmes. Donc là, on a vu un peu la grosse partie de travailler sur soi. Et en fait, si tu as l'habitude de travailler sur toi-même avant de t'engager dans une relation,
et que ton ou ta future partenaire a aussi cette habitude, ce sera beaucoup plus simple pour vous de gérer les disputes. Et avant de penser avec qui est-ce que je vais me marier, demande-toi plutôt pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Qu'est-ce que tu cherches profondément à vivre? Un refuge émotionnel? Un accomplissement personnel ou spirituel? Une mission à deux? Une famille? Une stabilité? Un rêve d'amour? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il faut en avoir une en tout cas. Et on sait déjà que la première intention, c'est de se marier pour Allah. Donc là, je te renvoie à mon épisode 1 sur l'intention si jamais ça t'intéresse. Parce que le problème, c'est que si tu n'as aucune direction intérieure, tu risques de te faire embarquer dans celle de l'autre. Et parfois, c'est une direction qui ne te ressemble pas. Si tu es trop concentré dans cette phase « je veux trouver quelqu'un », tu peux vite perdre de vue ta vision et n'avoir qu'une attente floue du mariage. Donc c'est important de réfléchir à ce que ça veut dire que de vivre ensemble tous les jours. Par exemple, essaye de te visualiser à quoi vont ressembler tes journées, tes humeurs, tes besoins une fois que tu sois marié. Bon, c'est vraiment juste une vision très simpliste parce que une fois marié, la réalité elle est tout autre, mais je pense que c'est quand même un bon exercice à faire parce que le mariage c'est une construction, une co-construction même. Et si tu veux que ça t'élève, que ça t'apaise, que ça te porte, alors tu dois savoir où tu veux aller. Parce qu'un amour sans direction, c'est comme un bateau sans cap. Ça dérive, ça s'use, ça s'essouffle. Donc tu peux te poser des questions concrètes, comme par exemple, est-ce que je me vois accompagner quelqu'un dans ses pires jours? Et si tu as déjà ton ou ta future partenaire en tête, essaye de t'imaginer avec cette personne dans les pires jours. Est-ce que j'ai envie de construire avec cette personne ou j'ai juste envie de me sentir aimée? Est-ce que je veux vivre dans l'amour ou est-ce que je veux grandir à travers l'amour? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire de mon foyer un espace de rahma, de miséricorde, de patience et de lucidité? Et puis surtout, est-ce que je suis lucide sur les efforts, les ajustements que ce chemin va me demander? Parce que si tu sais ce que tu veux construire, tu sauras aussi quand dire oui et quand dire non, et donc poser tes limites. Donc comme j'ai dit, ça reste une vision, donc c'est quand même bien de se préparer, mais une vision aussi belle soit-elle, elle ne suffit pas. Parce qu'on peut vouloir construire un mariage fort, solide, aligné avec ses valeurs, sans se rendre compte qu'on n'est pas encore cohérent avec ce qu'on espère de l'autre. Et c'est là que le travail devient encore plus profond. Est-ce que tu incarnes vraiment ce que tu réclames? Est-ce que ce que tu demandes, tu es capable de l'offrir à l'autre? Ou est-ce que, sans le vouloir, tu attends que l'autre t'apporte ce que tu n'as jamais osé te donner à toi-même? Donc, avant de poser des critères sur la personne que tu recherches, il y a d'abord un miroir à regarder, et c'est celui de la cohérence intérieure. Et il y a un piège très subtil dans la quête du mariage, c'est celui de vouloir chez l'autre ce qu'on ne cultive pas encore chez soi. Je te donne un exemple pour que tu puisses vraiment bien comprendre. Par exemple, tu cherches quelqu'un de profondément spirituel, pas juste en tenue ou en parole, mais en présence intérieure, en sincérité, en alignement. Alors, il faut te demander, est-ce que moi, je travaille ma spiritualité au quotidien? Ou est-ce que je me contente d'avoir l'air pieux ou pieuse sans vraiment chercher à purifier mes intentions, à m'élever, à me remettre en question? Tu veux quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui ne crie pas, qui ne fuit pas, qui sait parler calmement quand il est blessé, mais est-ce que toi, tu sais gérer ta colère, tes silences lourds, tes montées de peur ou tes vieilles blessures qui te font projeter sur l'autre des choses qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas dites? Tu veux quelqu'un de généreux, de doux, de présent, mais est-ce que tu sais donner sans attente, sans vouloir être remboursé émotionnellement? Donc là encore, je te renvoie à mon épisode sur le pouvoir de l'intention. Subhanallah, avoir une intention envers Allah pour chaque chose, ça relève grandement l'attente que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre. Et parfois, ce qu'on exige de l'autre, c'est justement
ce qu'on n'a pas encore soigné chez soi. Et sans le vouloir, ça crée une tension. Tu le vois pas tout de suite, mais t'en viens à dépendre de l'autre pour te stabiliser. Et là, c'est plus de l'amour. C'est une dépendance affective qui est maquillée et qui s'exprime sous forme d'exigence. Par exemple, je veux quelqu'un qui me comprenne sans que j'ai besoin de parler. Ou encore, je veux quelqu'un qui devine mes besoins sans que j'ai besoin de lui dire. Mais l'autre n'est pas censé savoir sans que tu ne lui exprimes les choses. Parce que très souvent, on se dit, ouais, mais il devrait savoir en fait. Ou elle devrait savoir, c'est quelque chose de normal. En fait, si tu ne t'exprimes pas, si tu ne dis pas ce que tu veux, si tu ne dis pas ce que tu ressens, l'autre personne ne peut pas le deviner à ta place. L'autre personne n'est pas dans ta tête et ne peut pas tout savoir. Donc c'est très important d'exprimer ses attentes, ses besoins et ses ressentis. Donc il faut chercher l'amour, oui, mais cherche-le dans la cohérence. Est-ce que mes attentes sont justes? Est-ce que je suis ce que je cherche? Après, bien sûr, on peut vouloir quelqu'un qui va nous compléter. Mais voilà, en tout cas, là, je parle vraiment, il ne faut pas exiger de quelqu'un qui soit de telle manière si c'est en totale contradiction avec ce que nous sommes. Et quand tu es lucide là-dessus, tu t'approches vraiment d'une relation saine. Parce que tu n'attends pas que l'autre te complète, mais tu veux vraiment marcher à deux et construire ensemble. Il y a aussi autre chose sur laquelle il faut se questionner, c'est est-ce que tu sais faire de la place à l'autre? Est-ce que tu vas savoir lui accorder sa place? Donc ici, je m'adresse en premier aux femmes. Parce que parfois, on a tellement pris l'habitude de tout gérer seul qu'on n'arrive pas à laisser l'autre contribuer. Ne serait-ce que pour qu'il porte les courses. Tu veux un mari qui range, qui participe, qui prend des initiatives, mais est-ce que tu acceptes que ce ne soit pas fait à ta manière? Est-ce que tu lâches prise ou est-ce que tu repasses derrière en râlant? Franchement, sois honnête. Est-ce que tu es prête à partager l'espace, les responsabilités, le quotidien, ou est-ce que tu veux garder le contrôle? Parce que si tu repasses derrière lui en râlant que c'est pas comme toi tu fais, alors c'est pas de la délégation, mais c'est du contrôle. Et il y a énormément d'hommes maintenant qui ne font plus rien chez eux parce que leur femme repasse derrière ou bien elle râle que ce soit mal fait. Et le fait de repasser derrière, de contrôler, c'est ce qui va entretenir ta charge mentale et ça va instaurer une posture de victime silencieuse. Et donc c'est très important de prendre l'habitude d'essayer de déléguer. Donc avant même que tu sois marié, s'il y a des choses que tu peux déléguer autour de toi, fais-le. Et maintenant, je m'adresse aux hommes. Parfois, en tant qu'homme, on grandit avec l'idée qu'on doit tout maîtriser, tout contrôler, avoir le dernier mot, être celui qui dirige. Par exemple, tu dis que tu veux une femme douce, posée, qui ne râle pas, mais est-ce que tu as l'attitude d'un homme avec qui on peut être détendu? Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu apportes cette sécurité qui permet à la femme de se reposer et d'être douce? Tu veux une femme qui ne te remet pas en question, mais est-ce que tu acceptes qu'elle pense différemment, qu'elle ait des besoins, des limites? Est-ce que tu veux une épouse ou une assistante? Franchement, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es prêt à vivre à deux réellement ou est-ce que tu veux juste une femme qui s'adapte à toi sans te déranger? Parce qu'un vrai homme, c'est pas celui qui prend toute la place, mais c'est celui qui en crée pour sa femme sans se sentir diminué. Donc vraiment, homme ou femme, je t'invite à te questionner réellement sur toi-même. Et à un moment, tu peux plus te regarder uniquement dans le miroir. Il faut aussi regarder devant toi, vers où tu vas, vers quoi tu t'engages. Tu peux être aligné intérieurement, lucide sur tes blessures, cohérente dans tes valeurs, mais le mariage, c'est pas un travail solo. C'est une construction. Et cette construction, elle peut pas reposer que sur l'amour ou de belles promesses. Elle repose sur ce que l'autre est réellement au quotidien, pas en théorie. Parce que toi, tu peux avoir fait tout le travail du monde sur toi, mais si tu choisis quelqu'un qui n'est pas prêt à évoluer, à coopérer, à aimer en acte, alors tu vas t'épuiser. Parce qu'un partenariat déséquilibré, ça finit toujours par user celui qui porte trop. Et c'est pourquoi, après avoir regardé en toi, dans ton comportement, sur quoi tu dois travailler, il faut apprendre à regarder l'autre avec discernement.
pas seulement en l'écoutant, mais en l'observant. Et il y a des choses qu'on oublie souvent d'observer chez l'autre. Tu veux quelqu'un de bon, d'attentif, de responsable, alors commence par regarder ce que il ou elle est en dehors de toi, dans ses relations actuelles. Je parle pas dans les discussions sur WhatsApp. Je parle pas non plus dans les rendez-vous où chacun montre le meilleur de soi, mais dans la vraie vie. Dans un premier temps, il y a le comportement familial. Comment est-ce que cette personne agit avec sa mère, avec ses sœurs, avec ses frères, avec son père? Est-ce que, par exemple, cette personne, elle aide spontanément à porter les courses? Est-ce que cette personne remercie après un repas ou bien elle attend que tout lui soit servi comme un dû? Est-ce qu'elle agit avec initiative ou elle reste assise à attendre qu'on le ou la sollicite? Parce que le mariage, ça invente pas un caractère. Très souvent, on entend je me suis mariée, mais il ou elle a trop changé après le mariage. Mais le mariage, ça révèle ce caractère et ça amplifie ce qui est déjà là. Donc une personne passive, centrée sur elle-même, qui n'a jamais été dans la contribution au quotidien, elle ne deviendra pas magiquement un partenaire ou une partenaire investie, attentionnée, mature. Tout le monde peut évoluer, bien sûr, mais pas juste parce que cette personne s'est mariée. C'est seulement si elle fait un vrai travail sur elle-même. Et il y a un autre indicateur fondamental qui est l'écoute. Est-ce que cette personne écoute attentivement ou seulement pour répondre? Est-ce que cette personne interrompt, minimise, fait des blagues quand c'est sérieux? Ça, c'est un sujet qui d'ailleurs est très important. Est-ce que la personne, elle sait réellement être sérieuse? Parce qu'il y a des moments où on peut rigoler, où on peut parler de tout, mais des discussions sérieuses, il faut en avoir. Est-ce que cette personne, elle te regarde vraiment? Est-ce qu'elle ajuste ses comportements quand tu exprimes un besoin? Et être un bon partenaire, c'est pas juste être un bon amoureux, mais c'est quelqu'un qui sait être un frère ou une sœur, un bon ami ou une bonne amie, un collègue ou une collègue de travail. C'est quelqu'un de bon dans l'humain. Parce que c'est pas le statut du mariage qui va créer un cœur doux et une posture adulte, mais c'est ce qui habite la personne au quotidien, même quand il y a personne qui la regarde. Observe aussi sa manière de parler aux autres et sa manière de parler des autres. Ça, c'est un miroir très révélateur. Est-ce que cette personne, elle parle toujours avec dureté de ses collègues ou des membres de sa famille? Est-ce qu'elle rabaisse, se moque, se critique sans cesse? Est-ce qu'elle fait preuve de nuance, de respect, même dans le désaccord? Et bien évidemment, observe sa capacité à se remettre en question. Est-ce que cette personne reconnaît ses erreurs spontanément? Est-ce qu'elle revient après un conflit pour s'excuser ou clarifier? Est-ce qu'elle laisse les tensions s'accumuler et fait comme si de rien n'était? Parce qu'un partenaire capable de dire j'ai mal réagi ou je vais y réfléchir, c'est une richesse inestimable. Alors avec tout ce que je t'ai dit, attention, tu ne cherches pas un être parfait. Tu ne l'es pas toi-même et personne ne le sera jamais. Mais tu ne dois pas non plus t'aveugler par l'illusion de l'amour ou l'excuse de tout le monde a des défauts. Ce que tu observes aujourd'hui, c'est des tendances de fond. Donc, on peut tous avoir une mauvaise journée, un mot maladroit, ça arrive à tout le monde. Mais l'irrespect répété, l'égoïsme systématique, l'incapacité à se remettre en question, c'est des signaux d'alerte. C'est pas juste des détails. Donc, pose-toi avec lucidité et bienveillance et demande-toi quels comportements, pour moi, sont non négociables. Qu'est-ce qui est essentiel à ma paix intérieure, à mon équilibre de croyant ou de croyante, d'époux ou d'épouse? Parce qu'au fond, ce que tu observes chez l'autre avant de te marier, c'est la matière première de la vie que tu vas construire avec lui. Mais je rappelle que ton rôle, c'est pas de chercher la perfection, mais c'est d'essayer de reconnaître ce qui est compatible avec toi, avec ton rythme, ta sensibilité et tes valeurs, et d'avoir le courage, si nécessaire, de dire non à ce qui mettrait ton âme en désaccord avec ta vie. Et si on pousse la réflexion encore plus loin?
parce qu'observer le comportement de l'autre, c'est essentiel, mais c'est qu'une partie de l'équation. L'autre dimension qu'on néglige souvent, c'est la direction. C'est pas tout d'avoir quelqu'un de bien, mais il faut aussi vouloir avancer ensemble dans la même direction. Un couple, il peut être formé de deux personnes sincères, loyales, croyantes, mais s'il y en a un qui rêve d'un quotidien paisible et discret, alors que l'autre vise l'international, l'activisme, une vie beaucoup plus folle et beaucoup moins calme, il va y avoir du tiraillement. Donc, à un moment, il faut oser poser la question, est-ce qu'on a une vision commune de la vie, du couple, de l'avenir? Parce que le mariage, c'est pas juste deux personnes qui s'aiment, mais c'est deux trajectoires de vie et qui doivent pouvoir marcher côte à côte dans la même direction. Et aimer sans vision partagée, c'est comme si on ramait à deux dans une barque, sauf qu'on rame chacun de son côté. On va pas avancer, on va faire que de tourner en rond et s'épuiser. Et on va pas comprendre pourquoi ça bloque. Et très souvent, on peut finir par croire que c'est un manque d'amour, alors qu'en réalité, c'est un manque de direction. Donc avant de te lier à quelqu'un, pose les vraies questions, pas celles qu'on te pousse à poser en surface, mais vraiment des questions profondes. Celles qui vont engager ton avenir, ton cœur, ta foi, tes enfants peut-être si tu en as. Vraiment, demande-toi, est-ce que nos visions spirituelles se rejoignent? Est-ce que la personne comprend que le mariage c'est une adoration et pas juste un projet social? Est-ce que sa pratique religieuse est un cheminement sincère ou juste une façade? Est-ce que vous pouvez vous retrouver sur les valeurs fondamentales, comme par exemple la pudeur, le respect, l'intention de se rapprocher d'Allah, etc. Après, libre à vous, chacun a ses valeurs qui lui sont propres. Est-ce qu'on est d'accord sur l'éducation des enfants et pas juste la question de tu veux combien d'enfants, mais comment on les élève, quelle place pour la spiritualité, la bienveillance, les écrans, la discipline. Aussi, on peut se demander est-ce qu'on a le même rythme de vie, les mêmes priorités. Si toi, tu veux construire en toute sobriété avec simplicité et que l'autre personne, par exemple, elle ne pense qu'au voyage, aux voitures, aux projets à court terme, si par exemple, lui, il veut une femme toujours disponible, présente à la maison, qui ne travaille pas, alors que toi, tu rêves de contribuer au monde, d'être active, d'être engagée, d'être indépendante, tout ça, c'est des choses dont il faut en parler avant de s'engager. Et aussi, il y a la question de est-ce qu'on pense en termes de nous ou toujours de moi? C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle va vivre en couple comme si elle vivait seule au final, ou bien elle va comprendre ce changement et penser pour nous. Donc ça, c'est un indicateur, par exemple, quand la personne te parle, est-ce que tu entends je veux ça, moi j'ai ça, j'ai besoin de ça, ou bien elle t'inclut aussi dans la discussion. Par exemple, comment on pourrait faire pour, qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble. Et le nous, c'est un indicateur puissant de maturité relationnelle, parce que quelqu'un qui reste centré sur lui-même, même amoureux, il n'est pas encore prêt à se lier vraiment. Cette personne, elle est prête à recevoir, mais pas à co-construire. Donc là, il faut rester vraiment lucide. Tu peux être très attiré, très touché, très en confiance, mais si vos visions sont opposées, il y a une des deux personnes, peut-être toi, peut-être l'autre, qui finira par s'effacer ou carrément vous deux par vous étouffer. Donc voilà, après avoir pris le temps de clarifier un peu ta vision, de te poser les bonnes questions, tu pourrais très bien te dire, ok, j'ai compris ce que je veux, je sais où je vais, mais maintenant je fais comment? Donc te préparer seul, c'est possible, mais te faire guider, c'est plus sûr. Et quand on est plongé dans ses propres pensées, ses blessures, ses rêves, on peut très vite tourner en rond, croire qu'on est prêt ou prête, alors qu'on évite les vraies zones d'ombre. Pour t'aider, tu pourrais par exemple échanger avec des couples matures, pas ceux qui vendent du rêve, mais ceux qui te partagent vraiment les coulisses de la vie maritale. Tu peux aussi, par exemple, participer à des groupes de parole, tu peux lire, tu peux écouter, tu peux questionner les gens avec humilité. Et c'est toutes ces choses qui vont t'aider à te construire une posture intérieure plus ferme, plus douce,
plus lucide. Après, chacun a sa propre expérience, bien évidemment. Donc, il faut essayer de prendre ce que les autres nous disent en ayant conscience qu'ils nous parlent de ça avec leurs propres lunettes, avec leur propre vision des choses. En tout cas, si tu sens que tu as besoin de cadre, d'un espace neutre, bienveillant, sans jugement, pour démêler tes peurs, tes blocages, tes schémas, où on ne parlera pas juste de comment bien choisir, mais surtout de toi, de ce que tu veux bâtir, de ce que tu portes, de ce que tu es prêt ou prête à transformer, alors je t'invite à venir en accompagnement individuel avec moi. C'est un pas vers plus de conscience, plus d'ancrage et surtout plus de paix avant même de t'unir. Et ce que tu veux construire dans le mariage, ça commence déjà maintenant. Pas quand tu trouveras la bonne personne, mais quand tu deviens cette personne capable d'aimer, de poser des limites, de se remettre en question, tout ça sans se trahir. Se préparer au mariage, c'est pas juste organiser une fête, mais c'est se préparer intérieurement, c'est apprendre à se connaître, à apaiser ce qui te fait peur, à éclairer ce que tu veux vraiment. Donc si cet épisode t'a parlé, s'il a mis en lumière des choses que tu veux approfondir, n'attends pas que le couple soit là pour commencer ce travail. Parce que plus tu fais ce chemin maintenant, plus tu arriveras dans la relation en paix, alignée, ancrée. Parce que ce chemin est difficile, mais il en vaut la peine, crois-moi. Prends bien soin de ton cœur, il mérite une union lucide et non pas une illusion romantique. Je demande qu'Allah facilite à tous les célibataires, qu'Allah vous permette de non pas juste trouver une personne qui vous accompagnera, mais réellement un ou une partenaire de vie et que vous vous élèverez ensemble. Amin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. L'harmonie se construit jour après jour et souviens-toi que chaque petit pas compte. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager autour de toi pour que ces belles âmes retrouvent leur harmonie.